Cette somme servira à désengorger les urgences. À ce stade, le ministère ne prévoit pas d'ouverture de lits ni de recrutement de personnel comme le réclament les grévistes. Catherine Rougerie. C'est le plan censé régler la crise des urgences qui dure depuis 6 mois. Cet après-midi, Agnès Buzyn a annoncé 12 mesures dotées d'un budget de 750 millions d'euros. Principale annonce, la création d'un SAS, service d'accès aux soins universels. Je souhaite mettre en place dans tous les territoires un service universel pour répondre à toute heure à la demande de soins des Français. Accessible par téléphone ou par Internet, ce service fournira aux patients un conseil médical ou les orientera vers un médecin généraliste, une téléconsultation, les urgences, éventuellement via l'envoi d'une ambulance. À la sortie de la rencontre, certains sont sceptiques. Je dois vous avouer, je ne sais pas trop comment on va créer un nouveau service, vu déjà la pénurie de personnel qu'on a. Donc elle nous renvoie sur un truc où il faut qu'on travaille tous ensemble pour essayer de trouver une solution. Moi je veux bien, hein, soit, mais je ne sais pas comment on va faire. Voilà. Autres annonces, la création de 50 nouvelles maisons médicales de garde et des personnes âgées qui pourraient être orientées vers les services de gériatrie sans passer par les urgences. Des mesures techniques, mais pas à la hauteur des enjeux, font valoir les syndicats. En 20 ans, le nombre des passages aux urgences a plus que doublé. Si c'est 750 millions pris sur le budget actuel des hôpitaux, les 750 millions qu'on va donner aux urgences, on va les retirer dans d'autres services. Donc c'est pas sérieux. Le collectif des urgences, à l'origine de la mobilisation, revendique 249 services en grève. Ses membres se réuniront demain pour décider de la suite du mouvement. Quel avenir pour la compagnie aérienne Aigle Azur, placée en redressement judiciaire? Vente à la découpe, reprise intégrale, liquidation. 14 candidats à la reprise ont déposé leur offre ce matin. Parmi eux, Air France, mais 2 offres pourraient être combinées. Malgré cela, la liquidation semble inévitable. 150 salariés pourraient perdre leur emploi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Nathanaël. Merci beaucoup, Céline. Alors, vous savez, comme chaque soir, France Info vous permet d'aller voir un petit peu plus loin sur un sujet d'actualité désormais. Tous les lundis, vous aurez rendez-vous avec Temps additionnel, un rendez-vous, un magazine préparé par le service des sports de France Télévisions. Ce soir, Laurent Luyat et ses invités s'intéressent au Qatar, nouvelle vitrine du sport. Regardez, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouveau rendez-vous sur France Info, temps additionnel, désormais tous les lundis à 22h sur France Info, avec un grand thème de l'actualité du sport. Ce soir, pour commencer, pour cette première, nous avons choisi le Qatar à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme qui débutent dans 2 semaines et demie à Doha, que vous suivrez évidemment sur France Télévisions. Le Qatar est-il le nouvel Eldorado du sport? Nous allons en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, Martin Baumer, bonsoir. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est le Qatar, ce tout petit pays du Golfe. Pour bien comprendre toute cette diplomatie par le sport du Qatar, il faut d'abord comprendre ce pays qu'est le Qatar. Donc le Qatar, c'est un pays qui est situé ici, c'est au Moyen-Orient, il est juste là le Qatar, il n'est pas indépendant depuis très longtemps, une 50aine d'années, indépendance du Royaume-Uni, il n'a qu'une frontière physique terrestre, c'est avec l'Arabie Saoudite, c'est important pour la suite, on en reparlera. C'est un tout petit État, 11 500 km², imaginez 48 fois moins que la France hexagonale, seulement 2 700 000 habitants, parmi eux 90% sont des étrangers, donc petit pays oui, mais très riche. Le PIB par habitant, par année, 55 000 euros, là où il est de 35 000 euros en France. Et si ce pays, le Qatar, est si riche, c'est pour ses réserves de pétrole, certes, mais pas seulement, réserves surtout de gaz, c'est le premier exportateur mondial. Mais pour tout bien comprendre, il faut aussi aller sur la scène des relations internationales. On vous l'a dit, le Qatar n'a qu'une frontière terrestre, c'est avec l'Arabie Saoudite. Oui, mais depuis des années, son puissant voisin est en guerre, on va dire, guerre des mots avec le Qatar. Pourquoi ? Parce qu'il lui reproche ceci de financer le terrorisme. Voilà pourquoi, entre les deux pays, les relations sont mauvaises. Voilà pourquoi le Qatar est isolé géographiquement, diplomatiquement. Et voilà pourquoi il veut utiliser le soft power, qu'est le sport. Exactement. Et pour l'instant, on peut dire que c'est une réussite. Alors, au niveau des résultats, c'est encore un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants
au Qatar. Du coup, pour avoir vraiment des résultats, eh bien, le Qatar s'est lancé dans une politique de naturalisation. Imaginez, vous êtes brésilien, joueur de foot, vous n'avez pas forcément le niveau pour être en équipe nationale. Eh bien, le Qatar va vous proposer de devenir qatari et d'intégrer la sélection du Qatar. Et ça commence à payer. On va vous donner 2 exemples. Le premier, nous sommes en 2015. Le Qatar atteint la finale du championnat du monde de handball. Cette finale sera perdue contre la France, mais c'est déjà un beau parcours. Le deuxième exemple, il est plus récent, c'était au début de l'année. Le Qatar remporte la finale de la Coupe d'Asie des Nations de football. C'est important, surtout. Pourquoi ? Parce que le Qatar a battu ses 2 ennemis jurés, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Oui, mais pour exister, il n'y a pas que les résultats. Il faut rayonner. Pour rayonner, le Qatar achète le club du Paris Saint-Germain. Une flopée de stars, Neymar notamment, 1,6 milliard investis depuis le début. Le Qatar, pour rayonner, va acheter des droits télé et les diffuser sur ses chaînes du groupe beIN Sport. Le Qatar va aussi organiser des compétitions internationales, comme par exemple le tournoi de tennis de Doha chaque année. Un homme au cœur de ce rayonnement, c'est lui. Il s'appelle Nasser El Khelaifi, c'est le président du Paris Saint-Germain. Oui, mais c'est aussi le président du groupe beIN Sport et c'est le président de la fédération qatari de tennis. Pour rayonner, il n'y a donc pas que cela, il y a aussi l'organisation de toutes ces compétitions internationales. On l'a dit, le tennis, le Qatar a aussi organisé les mondiaux de hand, c'était en 2015. Le Qatar va organiser dans quelques semaines les mondiaux d'athlétisme. Le Qatar va organiser en 2023 les mondiaux de natation. Oui, mais le symbole, le véritable symbole, ce sont ces stades, ces 9 stades qui vont sortir de terre. Pourquoi ? Eh bien, pour l'organisation de l'un des plus grands événements sportifs du monde. Souvenez-vous, nous sommes le 2 décembre 2010 et Sepp Blatter annonce ceci. Le pays hôte de la Coupe du monde de football de la FIFA 2022 est le Qatar. Merci beaucoup Martin pour toutes ces précisions. Alors on va développer maintenant avec nos invités qui connaissent bien le sujet. D'abord notre expert Raphaël Lemaguariec. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Vous êtes chercheur dans l'équipe Monde Arabe et Méditerranée de l'Université de Tours. Et puis 2 journalistes qui connaissent bien aussi le sujet, qui sont allés tourner là-bas, en particulier Maryse Burgot. Bonsoir Maryse. Bonsoir. Vous avez fait beaucoup de reportages dans les pays du Golfe. Et Rodolphe Godin, vous aussi vous revenez du Qatar. Vous avez tourné pour justement les championnats du monde d'athlétisme. On verra tous vos sujets dans 2 semaines et demie. Alors Raphaël, d'abord, par rapport à ce qu'a dit Martin, on l'a vu, le Qatar est un pays isolé, ses voisins sont des ennemis. Est-ce que si le Qatar investit autant sur le sport, c'est aussi pour avoir une exposition mondiale et pour se protéger quelque part ? Oui, il faut revenir à 1995 quand le père de l'émir actuel, donc l'émir Hamad bin Khalifa Al Thani, prend le pouvoir et un coup d'État. Organise un coup d'État à l'encontre de son père qui était en Suisse à l'époque. Et il prend le pouvoir et c'est 4 ans après la Seconde Guerre du Golfe, la Deuxième Guerre du Golfe. Et donc, il veut mettre en place une stratégie basée sur le soft power pour que le Qatar existe sur la carte mondiale. Et donc, le soft power va être un outil majeur pour le Qatar. Et le sport sera un des vecteurs majeurs du soft power. Ça le protège vraiment, le sport ? Oui. Le Qatar, en 1995, n'était pas du tout connu. Et à partir des années 2000, il met en place sa stratégie sportive. Et on peut voir qu'en même pas une vingtaine d'années, le Qatar est connu et fait les grands titres. Après quoi, le Qatar n'a pas qu'une image positive. Au début, il souhaite développer le sport parce que le sport, tout comme la culture, c'est une image vecteur d'une image positive. Mais le Qatar se met en danger parce qu'il est pressé. Et donc, il veut avoir des grands événements très rapidement. Et c'est problématique pour un si petit pays qui n'a pas une culture sportive et des réseaux très importants. Maryse, pourquoi le Qatar a ciblé la France en particulier, avec le Paris Saint-Germain notamment ? Parce qu'on a historiquement une bonne relation avec le Qatar
et qu'il faut absolument compenser ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite soutenue par Trump totalement. Donc il faut que le Qatar trouve des appuis en Occident, des appuis solides. Et avec la France, il a un appui solide, d'abord parce que on est un partenaire commercial énorme. On a vendu aux Qataris le métro, on construit tout un tas de choses au Qatar. Donc c'est essentiellement pour ça qu'ils se sont tournés vers la France. Et puis parce qu'il y a de très bonnes relations construites avec la famille de l'émir, avec Nicolas Sarkozy auparavant, et même avec François Hollande, et même avec Emmanuel Macron maintenant. Alors l'événement le plus important en sport, avec les Jeux Olympiques, c'est évidemment la Coupe du Monde de football. Ce sera au Qatar en 2022, à la fin de l'année, novembre-décembre. Rodolphe Gaudin, vous êtes allé enquêter sur place pour savoir comment ça va se passer. On va voir un extrait de vos sujets qui passeront donc pendant ces championnats du monde d'athlétisme. Dans les rues de Doha, ces panneaux sont là pour vous le rappeler. La prochaine Coupe du Monde est au Qatar et le pays va dépenser chaque semaine le chiffre fou de 500 millions de dollars jusqu'à cet événement. En route pour le Ras Abu Aboud Stadium. Une future enceinte de 40 000 places qui fait déjà parler d'elle. Un stade démontable, transportable et réutilisable. Acheminé par voie maritime, 1000 conteneurs formeront l'ossature de ce projet écologique. Des stades et une ville qui surgissent de terre. Le budget du Mondial 2022 sera supérieur à 200 milliards d'euros. C'est 20 fois plus que pour la Coupe du Monde en Russie. Lusail City est la dernière née du Qatar. Une ville fantôme construite pour l'événement. Le stade qui porte son nom coûtera à lui seul 38 milliards d'euros. Et voici dans 3 ans à quoi ressemblera la dernière folie qatarienne et où se jouera la finale de la Coupe du Monde. Devant nous, le futur bijou en construction. Des travailleurs se relaient jour et nuit pour que tout soit prêt à temps. Ces hommes gagnent moins de 250 € par mois. Ceux-là viennent du Bangladesh et selon eux, leurs conditions d'hébergement ne sont pas humaines. Vous êtes combien à dormir dans une chambre? On est 10 personnes. 10 people, 10 personnes dans une chambre? Ouais, c'est un gros problème. Wow. It's too much. C'est beaucoup. Bien sûr que c'est beaucoup. 4 par chambre, c'est un maximum. 10, c'est trop. Ok. Courage, courage. Bon courage. Bon courage. Des stades climatisés, des pelouses comparées à des œuvres d'art et des joueurs qui défendent le projet, même quand ils jouent encore attaquant. Le grand Samuel Eto'o. Comment allez-vous? C'est magnifique de jouer ici, on dirait que j'ai la pelouse du Barça. C'est incroyable, pourtant le climat, il fait chaud ici tout le temps, on est au désert. Mais regardez les pelouses que nous avons. Je pense que ça sera un régal pour ceux qui auront la chance d'être ici comme joueurs. Ils auront la meilleure pelouse pour s'exprimer. Le Qatar vous fera rêver parce que vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Samuel Eto'o, ambassadeur du Qatar et qui vient d'ailleurs d'annoncer sa retraite, ouais. Effectivement. Rodolphe Gaudin, là on voit aussi quelques zones d'ombre avec les conditions de travail des ouvriers là-bas. D'ailleurs, comment vous avez travaillé sur place? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous accompagnait? Est-ce que vous aviez une certaine liberté? Alors, j'ai pu travailler comme je l'entendais. Via l'office de tourisme, on a essayé de me téléguider, mais je leur ai fait rapidement comprendre que je voulais mon autonomie. Donc, on ne m'a pas posé de problème. Il faut savoir que pour tourner au Qatar, pour tourner dans une rue, il faut presque donner au ministère de la Communication l'heure à laquelle vous allez aller, dans quelle rue, à quel endroit et à qui vous voulez parler. Et c'est assez compliqué de parler à la population.
Donc, il a fallu, pour quand l'extrait qu'on a montré, il a fallu aller voir des ouvriers et ça, c'était pas prévu au programme de ce que le ministère savait. Mais par ailleurs, j'ai voulu absolument rencontrer, et là on l'a pas montré, mais on le verra pendant les championnats du monde d'athlétisme, j'ai voulu rencontrer un camp de travailleurs officiel qui fait partie du comité d'organisation de la Coupe du Monde et il a fallu vraiment forcer la main. Mais au final, j'ai obtenu cette autorisation et je pense que pour le Qatar, c'était essentiel et pour notre crédibilité aussi de montrer comment ça se passe. Alors évidemment, la loi du travail a évolué au Qatar. Il reste encore des abus, mais on a montré aussi, il faut aussi le reconnaître, que ça va quand même dans le bon sens pour les conditions des travailleurs. Il y a eu des avancées par rapport à ces dernières années. Oui, l'obtention des visas aussi s'est assouplie pour de nombreux pays dans le monde. Par exemple aussi, à l'heure où en France, on combat l'homophobie dans les stades, où le gouvernement lutte d'ailleurs contre cela, des banderoles, un mot de travers, etc. Dans un pays où l'homosexualité est illégale, quelle va être la position du gouvernement français, par exemple, des Français? Maryse. En fait, ils font quand même un énorme effort parce qu'ils savent que s'ils veulent être soutenus par les Occidentaux, s'ils veulent changer leur image, il faut qu'ils s'amendent. Et pour l'homosexualité, c'est vrai que c'est interdit l'homosexualité, mais il n'y a pas de... Il ne me semble pas. En même temps, tout n'est pas transparent, donc on ne peut pas prétendre très bien connaître le Qatar, puisque quand on y va, on est quand même assez souvent plus ou moins cornaqué par des entreprises de communication. De savoir la vérité. Donc moi, je trouve que c'est compliqué de parler véritablement du Qatar, mais sur l'homosexualité, par exemple, il n'y a pas de répréhension. Mais en même temps, vous ne voyez pas deux hommes se donner la main dans les rues de Doha. Jamais. Moi, je ne l'ai jamais vu. Même deux hommes ou un homme ou une femme. Ouais, même. Oui. C'est pareil. Mais c'est un vrai... Laurent, il faut quand même dire en deux mots, ça va être un vrai challenge, parce qu'on est sur la Coupe du Monde, pour le Qatar d'organiser la Coupe du Monde. Alors, ça a été un challenge déjà pour faire sortir les stades, qui sont en train d'émerger du sable, mais ça va être ainsi un challenge des questions d'homosexualité, de la vie de tous les jours, comment faire cohabiter des supporters qui vont vouloir boire de l'alcool, en sachant que l'alcool est interdit au Qatar. Ils veulent faire des fan zones où on pourra exclusivement boire de l'alcool dans ces fan zones. On ne peut pas imaginer se balader avec sa canette de bière dans les rues de Doha. Donc, moi, c'est aussi cette forme d'exploit. Comment vont-ils faire pour pouvoir organiser cette Coupe du Monde d'une manière normale, comme on a pu le voir dans les autres années, quoi. Mais ils sont très inventifs. C'est comme pour leur économie. C'est-à-dire que quand il y a eu le fameux blocus qui a totalement bloqué l'économie du Qatar, ils se sont réinventés. Ils ont fait venir 18 000 vaches pour produire leur lait et maintenant ils importent du lait. Ça leur a presque servi, en fait. Non, mais ils se sont véritablement revisités leur manière de faire leur économie. Donc en fait, ils sont inventifs. Ils le sont d'ailleurs quand ils organisent aussi la Coupe du Monde de foot, les fan zones où il y aura de l'alcool. Ça paraît insensé. Je ne vois pas comment ils vont faire ça. Ils vont le faire. Oui. Raphaël, vous aussi, vous vous intéressez de près à cette Coupe du Monde au Qatar en 2022. Est-ce qu'elle est quand même aujourd'hui toujours menacée? C'est ce qu'on entend aussi. Il y a une enquête pour corruption notamment. Est-ce que d'ici 3 ans, elle peut être remise en cause, d'après vous? C'est compliqué de le savoir aujourd'hui parce que d'une part, il y a des enquêtes des médias ou d'ONG pour qu'il y ait plus de transparence sur ce dossier de la Coupe du Monde 2022 et notamment de l'organisation et par rapport aux tractations qu'il y a eu avec la FIFA. Il y a des menaces provenant d'agences de presse financées par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite aussi, qui ont tout tenté jusqu'à présent pour que la Coupe du Monde échappe. Ces menaces, elles existent toujours. D'après moi, moins depuis que la FIFA ait décidé que la Coupe du Monde se déroulerait à 32 équipes. Parce que derrière le blocus, il y a aussi la volonté des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite que la Coupe du Monde échappe au Qatar et de disqualifier le Qatar. Et en vain, pour l'instant. Il faut dire un mot aussi du Paris Saint-Germain, propriété donc du Qatar. Est-ce que le Qatar peut se désengager à terme, comme on l'entend, du Paris Saint-Germain dans quelques années? Moi, je pense pas dans les prochaines années. Maintenant, il faut voir. Je pense qu'ils ont un objectif jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'en 2022.
Et après, je pense qu'ils feront les comptes, entre guillemets. Ils ont organisé la Coupe du Monde, ça fera plus de 10 ans qu'ils sont à la tête du PSG. Donc là, ils changeront peut-être de stratégie parce que le Qatar, c'est un pays intelligent. C'est-à-dire qu'ils ont misé sur le sport, mais pas que. Oui, la culture, le tourisme. Dans un de mes sujets, ils ont misé énormément sur la culture. C'est d'ailleurs le pays qui achète le plus d'œuvres d'art. Et ils achètent plus d'œuvres que leurs musées peuvent accueillir. Donc ils ont plein d'œuvres qui doivent mettre dans des espèces de salles fermées parce qu'ils n'ont pas les musées pour accueillir ces œuvres. Mais ils empilent. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que le PSG n'a pas de souci à se faire jusqu'en 2022. Et après, en fonction de ce que les résultats. On verra. Rodolphe, on va voir un autre extrait d'un de vos sujets qui passera donc pendant les championnats du monde de Doha. C'est sur l'Aspire Zone. Alors ça, c'est un complexe incroyable, le plus moderne, le plus gigantesque au monde, carrément, pour former les athlètes. Regardez. C'est un centre sportif unique au monde. L'Aspire Zone donne le vertige avec son stade de 50 000 places et son dôme, le plus grand au monde, qui abrite 13 terrains de sport. Le PSG et d'autres grands clubs européens viennent régulièrement s'y entraîner l'hiver. Mais c'est aussi une véritable usine à champions. Un sport-études entièrement financé par l'État qatari. L'Italien Walter Di Salvo est un nom reconnu dans le métier et c'est lui qui dirige le département scientifique du football à Aspire. Ça, c'est pas juste un terrain. C'est une des pelouses au monde les plus truffées d'outils technologiques pour la biomécanique. Je vais te montrer. Comme vous le voyez, si un joueur, par exemple, fait une frappe, il peut voir lui-même son geste grâce aux 8 caméras autour du terrain. Il n'a aucun capteur sur lui. Ils sont placés sous la pelouse. On peut analyser une frappe, une passe, sous différents angles, en 3D. Pas mal. Un terrain version télé-réalité. On n'avait encore jamais vu ça. Devant nous, sur écran géant, ma frappe du pied droit au ralenti et sous plusieurs angles. On peut voir en direct l'action que l'on vient de faire à l'entraîneur. Il peut dire regarde ce que tu viens de faire et regarde ce qu'il faut changer. Oui, c'est une grande innovation. On a déplacé les données scientifiques du laboratoire au terrain. Nous analysons les joueurs dans une situation réelle. Quand ils tirent, font une passe, sautent en l'air, la technologie est une aide incroyable pour l'entraîneur. Le croisement des données subjectives et objectives, c'est pour nous la parfaite combinaison. Walter, vous avez travaillé au Real Madrid, vous avez travaillé à Manchester United, dans les plus grands clubs du monde. Est-ce qu'ils ont ce genre de technologie? Je dois être honnête? Non, clairement non. Ils n'ont pas ça dans les grands clubs. Au Qatar, nous avons seulement 6034 licenciés. Donc nous devons faire quelque chose d'unique, c'est ça l'idée. Nous réfléchissons à comment améliorer, en dehors du terrain, la performance de nos athlètes. À Aspire, on s'entraîne aussi sur des pelouses plus conventionnelles. Et des terrains, ce n'est pas ce qui manque. Le centre de formation regroupe 160 apprentis footballeurs, âgés entre 12 et 18 ans. Ils sont l'avenir de l'équipe nationale du Qatar. Des locaux, mais aussi des garçons originaires d'autres pays. Voici le patron, un Espagnol. Le Qatar est allé chercher les meilleurs formateurs d'Europe. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui critiquent le Qatar dans leur politique de naturalisation à outrance pour accélérer le processus pour aller vers des victoires? Pour moi, c'est comparable à ce qui se passe en Espagne. Regardez un joueur comme Diego Costa, qui est brésilien et qui joue pour la sélection espagnole. C'est important que tous ceux qui sont nés au Qatar puissent jouer pour l'équipe nationale. Donc ce n'est pas une question de juste donner un passeport. À Aspire, ça n'a rien à voir. Ce sont des joueurs nés ici, qu'on voit grandir et qu'on forme. Ils peuvent donc prétendre à jouer pour la sélection nationale.
Oui, naturalisation à outrance, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, il n'y a pas un engouement énorme pour le sport, hein, pour les jeunes Qatariens. C'est ça le problème. À 17 ans, ils préfèrent aller faire du business avec leurs parents, quoi. Oui, le plus souvent, leurs parents leur disent non, mais il vaut mieux que tu ailles faire quelque chose de plus sérieux, va faire des études à Londres ou aux États-Unis. Donc, c'est pas dans la culture du Qatar, le sport. Ce qui est dans la culture du Qatar, c'est de faire du business et de beaucoup gagner d'argent. Alors, on peut en gagner beaucoup en faisant du foot, mais c'est pas dans la culture, donc il faut l'inventer. Et c'est ce qu'ils font à travers Parce que c'est aléatoire de se lancer dans une carrière sportive. Oui, mais ça change un petit peu. Les mentalités, doucement mais sûrement, sont en train de changer parce que déjà, il y a le Paris Saint-Germain. Et puis aussi parce que, comme le disait très bien notre expert, en fait, le Qatar commence à gagner. Ils ont gagné la Coupe d'Asie des Nations. C'était la première fois que ça arrivait en battant des ennemis comme héréditaires, entre guillemets, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis. Ils sont allés gagner là-bas. C'est ça. Et ils ont été reçus par l'émir en grande pompe. Je ne vous dis pas tout ce qu'ils ont reçu comme argent. Les sommes étaient complètement dingues, avec des billets à vie gratuits. Enfin voilà, ils ont été vraiment reçus comme des princes. Et donc, ils ont des statuts maintenant. Le sportif de haut niveau qui gagne au Qatar est considéré comme un businessman qui aurait réussi de la même manière. Il y a une fierté nationale maintenant. Exactement. Depuis le blocus, il y a une grande fierté nationale. Donc ça alimente cette fierté nationale, c'est vrai. Pour les jeunes femmes, c'est compliqué quand même de faire du sport. Oui, étant donné que les valeurs tribales restent très importantes au Qatar. Et donc, l'honneur de la famille pèse essentiellement sur la femme. Et mettre une femme sur un terrain de sport, c'est mettre la femme sous les yeux d'hommes et de femmes. Et donc, ça les gêne. Ça les gêne. Et les parents ou le père de famille peut demander à sa fille, à l'âge de 15-16 ans, d'arrêter de pratiquer le sport pour ne pas être mis en lumière. Et puis pendant le sujet, Rodolphe Gaudin, vous me disiez que la bière était à 20 € là-bas, donc il n'y a même pas besoin de mettre avec modération. 100% d'augmentation depuis le début de l'année dernière, donc j'ai payé une tournée, 5 bières, 100 €. Donc 100 €. Donc voilà, nous serons sobres à Doha pour les championnats du monde, ça c'est sûr. Ça aura un impact quand même, l'athlétisme là-bas, c'est pas non plus le sport roi. Justement, on parlait d'Aspire. Il faut savoir que le champion du monde 2017 est le premier athlète complètement formé à Aspire. Il est qatari. Il a été formé à Aspire. Il est champion du monde et vice-champion olympique. Donc voilà, Aspire, comme je le dis encore, comme le foot, voilà, l'identité sportive commence à émerger dans ce pays. Et oui, je pense que, vous posiez cette question tout à l'heure, je pense que le stade sera relativement plein et qu'il y aura un engouement autour de l'athlétisme. C'est ce que l'on espère, puisque l'on vous retrouvera donc à partir du 27 septembre sur France 2, France 3 pour ces championnats du monde d'athlétisme. Et on va se régaler de 17h jusqu'à 23h. Merci à tous les trois. Prochain rendez-vous, donc prochaine émission lundi prochain. On parlera de la Coupe du monde de rugby qui va s'ouvrir au Japon. Et dans un instant, c'est la suite de France Info Soir. Merci, belle soirée. Parce qu'on a envie, comme vous, de mieux comprendre le monde qui nous entoure, je vous donne rendez-vous dans le 17-20 de France Info avec à mes côtés Lucie Chaumette et Adrien Roire. Pour moins de sensationnalisme, pour plus de sens, on vous accompagne du lundi au vendredi. Avec notre regard sur l'actu, alors il sera parfois un petit peu décalé, et vos réactions à vous sur les réseaux sociaux, soyez au rendez-vous. France Info, et tout est plus clair. Madame, Monsieur, bonsoir. La perturbation qui est arrivée aujourd'hui par la Bretagne continue son petit bonhomme de chemin. On la retrouve donc ce soir entre l'Aquitaine et les côtes de la Manche avec de fortes précipitations. À l'avant de ce front, un dégradé nuageux. Côté thermomètre, rien à dire. Pour ce soir et la nuit prochaine, ce sont des températures conformes à un mois de septembre entre 10 et 20 degrés.
La suite du programme avec la journée de demain, on le retrouve notre perturbation sur les régions méridionales, perturbation de forte activité où l'on attend donc de fortes précipitations, notamment entre les Bouches-du-Rhône et le Var, tout au long de la journée avec parfois et localement des orages assez forts. À l'arrière de cette perturbation, toujours un dégradé nuageux et le retour au calme sur les régions du nord et du nord-ouest. Les températures demain matin de 6 à 17 degrés et dans l'après-midi, une ambiance automnale dans le sud, mais jusqu'à 28 degrés en Corse. Belle soirée. France Info, 22h30, l'heure d'un nouveau journal avec vous, Céline Bosquet. Bonsoir Céline. Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Voici les titres. Agnès Buzyn annonce 12 mesures pour un total de 754 millions d'euros pour répondre à la crise des urgentistes, mais pas d'ouverture de lits comme le réclament les grévistes. Air France et Dubreuil se positionnent pour reprendre Aigle-Azur, mais le bout du tunnel est encore loin pour les salariés de la compagnie aérienne placés en redressement judiciaire. Avec ces deux offres combinées, 150 personnes perdraient leur emploi. Nouveau vote crucial ce soir pour Boris Johnson. Les députés britanniques doivent se prononcer dans la nuit pour ou contre l'organisation d'élections législatives anticipées. 6 mois après le début de la grève des services urgentistes, la ministre de la Santé a promis aujourd'hui de consacrer 754 millions d'euros sur 3 ans pour la refondation des services.